J'aimerais qu'on commence, Alain Bauer, sur l'image qui a peut-être le plus frappé. C'est l'image dans la galerie d'Apollon, quand le commando est en train, j'allais dire, de travailler, mais c'est presque ça, avec sa disqueuse, cette scie circulaire pour percer les vitrines. Ils en ont percé 2. Et en voyant cette image, tout est fascinant. Elle résume tant de choses qui sont passées, notamment le fait que, et là, il faut saluer leur travail. Ils ont réagi bien, d'après ce que je comprends. Les gardiens ont repoussé le public, mais c'est sous les yeux du public que se déroule le casse. Oui, c'est le principe des attaques de musée en plein jour. On attaque quand le musée est ouvert. L'opération dure en général moins de 10 minutes, à la différence des attaques de nuit, où on maîtrise les gardiens et on reste en moyenne 2 heures. Donc il y a des centaines d'attaques de musée au cours du centenaire passé. Le Louvre lui-même a eu droit à un certain nombre d'attaques. Et donc le processus aujourd'hui qui pose problème, c'est dans un dispositif de sécurisation, sur des biens meubles ou immeubles, on commence par la périphérie, contrôler loin et tôt une attaque éventuelle. Ça veut dire des grilles autour, on ne garde pas de véhicules à côté. Mais pourquoi ce choix des criminels de le faire? Parce que c'est très exactement ça. Le Louvre ouvre, si j'ai bien compris, à 9h. L'attaque a lieu à 9h30, donc volontairement, sciemment, oui. Ils ont choisi le moment où les visiteurs commençaient à arriver. Beaucoup de monde, une obligation pour les gardiens de s'occuper du public et pas de s'occuper des œuvres, puisque c'est la règle. C'est la même chose dans les banques. Pendant longtemps, on protégeait les caissiers et pas le public. Évidemment, c'était assez mal vu du point de vue de la clientèle. Ensuite, on a décidé qu'on n'allait pas tirer dans la banque, donc les opérations de saute dessus, comme on disait dans la police, créaient des morts et des blessés, c'était tout à fait néfaste, comme les courses de poursuite de voitures dans les villes. Ça a été souvent et longtemps interdit. Et donc le processus, il vise à ce que les gardiens soient occupés à autre chose. Les gardiens s'occupent à protéger le public. Ils ne peuvent pas donc s'occuper des œuvres, puisqu'ils les font évacuer. Les gardiens ne sont pas armés. Et par ailleurs, ils ne vont pas au contact. Point 1. Ensuite, on a donc le temps réduit. C'est moins de 10 minutes une attaque en plein jour. Ici, 7 minutes. Oui, ils sont dans les temps, c'est même plutôt correct, parce qu'il a fallu garer le camion, le visser, mettre les plots, le monter, casser la première vitre, ça c'est le plus facile. Quand vous regardez l'état de l'huisserie, vous vous rendez compte qu'elle ne date pas de l'année dernière, elle est d'ailleurs classée. Ensuite, attaquer les vitrines. Et là, il y a un problème, parce que ces vitrines, d'après tous mes contacts au Louvre, sont des vitrines de 2019, donc achetées probablement en 2015, parce que les marchés publics français sont ce qu'ils sont, mais qui sont du meilleur niveau possible à l'époque. Ce qui veut dire que soit ce qui a été vendu au Louvre n'est pas ce qui est annoncé sur le petit guide de montage, soit que la disqueuse en question a atteint un degré d'efficacité inédit. Car expliquez-nous. Aucune de ces vitrines n'aurait dû pouvoir être cassée, ouverte, etc., dans un temps aussi bref. Expliquez-nous le mystère des alarmes. On comprend que si tout se déroulait comme normal, il devrait y avoir une première alarme à l'image qu'on voit là, c'est-à-dire quand la vitre est puis une alarme quand une des vitrines est attaquée, puis la seconde, assez logiquement. Oui. Or, on entendra dans quelques instants le ministre de l'Intérieur, c'est très intéressant. Alors, il y a ce qu'il ne peut pas dire en raison de la sécurité de l'enquête, mais vous êtes évidemment libre de vos propos, encore une fois, sans mettre en danger le travail des enquêteurs, mais qu'est-ce qui a pu se passer ? D'abord, une alarme ne crée pas une intervention. Les caméras descendent pas des poteaux avec leurs petits bras masclés pour arrêter les voleurs. Et quand une alarme sonne, eh bien, elle sonne dans un PC, et dans le PC donne des ordres pour qu'il y ait une intervention humaine. Or là, le temps de l'intervention, le temps de l'alarme, etc., dépasse très largement le temps de l'attaque. C'est une partie du problème. Donc même si tout avait bien marché, l'absence de protection périphérique et périmétrique qui ralentissent l'attaque crée les conditions de la possibilité de la réussite de cette opération. Pardon, il ne s'agit pas de dire Yaka Faucon, mais on sait très bien, autour de toute personne qui est allée au Louvre, c'est bien d'abord qu'il y a des patrouilles sur le parvis, on est quand même au centre du centre de Paris, on croise quand même pas mal de patrouilles de police. On voit très bien, et bravo à eux, souvent les policiers en quelques minutes arrivent sur un lieu, souvent les ambulances en quelques minutes arrivent sur un lieu. Quelques minutes. Oui, mais 7 minutes, on se dit, en tout cas pour arriver au moment où ils partent. 7 minutes. 7 minutes. 7 minutes, c'est très peu, d'autant que les policiers, quand ils arrivent dans la galerie d'Apollon, ils arrivent par la zone où il y a le public. Donc il faut qu'ils traversent. Personne ne pense à aller regarder la zone externe. C'est là où c'est bizarre. Non, mais c'est un cycliste qui dit... on l'a entendu ici même. Voilà, c'est ici qu'il se passe quelque chose.
Donc vous devez modifier le niveau d'intervention. Alors expliquez-nous exactement, autour du Louvre, oui ou non, est-ce que des caméras ont pu, c'est toujours pas extrêmement clair, est-ce que des caméras ont pu, au moment où comment on appelle ça, le monte-charge se met en place, dire « Ah tiens, là il se passe quelque chose d'anormal ». Alors il y a 3 types de caméras dans l'espace du Louvre. Les caméras de la préfecture de police, qui dans cet espace gèrent plutôt la circulation et le tunnel souterrain. Les caméras de la ville de Paris, qui gèrent je ne sais pas quoi. Et les caméras de l'établissement public du Grand Louvre, qui gèrent les espaces privatifs du Louvre et la zone vers la pyramide qui va jusqu'à... Ça veut dire quoi, je ne sais pas quoi? Je vous connais Alain Bauer. Quand Alain Bauer dit je ne sais pas, c'est pas possible. Je ne sais pas ce qu'elle regarde. Il y en a. Qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde pas le ciel. Non, il faut espérer, mais elles peuvent regarder simplement la zone de circulation, mais pas la zone piétonne, par exemple, parce que la zone piétonne, en général, n'intéresse personne. C'est pour ça que je vous rappelais tout à l'heure l'histoire de mes 3 zones. La périphérie, c'est ce qui aurait dû empêcher que ce camion puisse se garer devant les grilles. Il aurait dû y avoir des plots non démontables qui empêchent Pourquoi ? Parce qu'il y a un balcon. Et qu'en 1976... à peu près par le même endroit, mais pas exactement le même, mais dans la même salle et dans les mêmes conditions, en utilisant un échafaudage, on a volé l'épée de Charles X qui n'a jamais été retrouvée. Donc en plus, il y a un précédent. Enfin, il y en a plusieurs, mais dans la même salle, dans les mêmes conditions. Même galerie là, celle qui est là. Oui, c'est ça. La même salle qui est le Louvre du Louvre. C'est l'espace le plus protégé du Louvre, officiellement. Mais le vrai sujet est donc là. On n'a pas ralenti la progression. On n'a pas mis, par exemple, une vitre blindée, transparente, comme on l'a fait à la Tour Eiffel, avec l'autorisation des Bâtiments de France, parce qu'il fallait protéger la Tour Eiffel, devant la fenêtre en question, qui visiblement est une vieille fenêtre, dont l'état de délabrement des huisseries est considérable. Vous mettez ça, vous pouvez plus accéder, ou en tout cas vous ralentissez l'opération. Vous mettez la même à l'intérieur pour éviter que des gens sortent, c'est pareil. Vous avez vu que cette fenêtre pouvait s'ouvrir très naturellement. Donc vous créez les conditions là que ça ne dure plus 7 minutes. Mais 15, et donc plus personne n'y va. Parce que 15 minutes, c'est trop long. Alain Bauer, la question des gardes armés, on comprend bien et on répète que visiblement les gardiens ont bien réagi. Eux ne sont pas armés, c'est normal, ils se sont consacrés au public. Ils ont protégé le public et ensuite ils sont intervenus. Exactement. Mais on sait par exemple, c'est vous-même qui me l'avez appris et confirmé, à Disneyland Paris, par exemple, autour de la Reine des Neiges ou de Goofy, il y a des gardes armés, alors qu'il n'y en a pas. Pas exactement là, mais d'abord parce que depuis 2015, la réglementation permet de mettre des gardes armés sur les navires, ce qui était une nouveauté. Et après l'attentat contre Charlie Hebdo, il a été décidé unilatéralement par le ministère de l'Intérieur d'autoriser des gardes armés statiques. Avant, les gardes armés, c'était des gardes du corps qui étaient vos chauffeurs de véhicules pour des personnalités particulièrement exposées après les attentats d'Action Directe contre le général Audran, le pape de Georges Besse, etc. Il y a eu une opération où on armait les chauffeurs en disant qu'ils ne protégeaient pas les personnes, mais qu'ils se protégeaient eux-mêmes parce qu'ils étaient mis en danger par leurs clients. Je vous pose la question par hypothèse, qu'on comprenne bien. Là, dans la scène qu'on a vue tout à l'heure dans la galerie d'Apollon, si au lieu de braqueurs, c'était des terroristes, ça fait quand même de longues minutes où il n'y a pas de riposte armée. Non, mais le terroriste, il ne serait pas monté dans la galerie d'Apollon, il aurait fait péter son camion, qui n'aurait pas été un monte-charge, mais un camion, une camionnette habillée en jaune avec des plots et expliquant déménagement du Louvre. Et là, on a un vrai problème qui est le cœur de ce que dit très justement Laurent Nunez, c'est que malheureusement, le préfet de police qu'il a été et le ministre de l'Intérieur qu'il est devenu n'a pas le pouvoir d'imposer au Louvre ou à la ville de Paris tout est négociation en permanence et chacun garde son bout de territoire, ce qui fait qu'à la fin, si vous avez 3 types de caméras et pas un PC central pour regrouper toutes les images, elles ne servent à rien. Et on l'entendra encore une fois dans l'entretien qui va suivre. Il répond notamment à ces questions sur les gardes armés, sur les caméras, etc. Ça c'est très intéressant à suivre. Mais d'abord, si on reste, et pour celles et ceux qui nous rejoignent, on prend les uns après les autres le film de l'événement, avec sa part parfois mystérieuse. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? À la minute où nous parlons, on va recevoir des images des enquêteurs. La police technique et scientifique, la PTS. Elle est là. Oui. À l'heure où nous parlons, il y a la cavale. Ils sont 4, n'est-ce pas, en cavale? En tout cas 4. Est-ce qu'on a une idée, d'après vous, est-ce que la police, qui a 60 enquêteurs, a des pistes? Oui. Elle connaît la destination et elle arrive à recoller caméra par caméra sur les autoroutes, les routes, les sites, avec un certain nombre d'éléments, les motos, le transfert des motos vers autre chose, la tentative d'incendie du camion qui n'a pas été réalisée, beaucoup d'éléments qui sont restés, notamment sur la couronne
de l'impératrice, etc. Donc elle Regardez les récupère images. Ça sont les images de la soirée. Ça illustre exactement ce que vous me dites, c'est-à-dire ce sont les enquêteurs qui récupèrent notamment les traces ADN, c'est ça? Oui, alors s'il y en a. Mais il n'y a pas que des traces ADN. Et puis, il y a des traces qui restent même quand on a un gant. L'ADN est à l'intérieur et pas à l'extérieur. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Ça nécessite beaucoup de travail. Il y a des milliers de pistes à suivre. Par ailleurs, c'est le Louvre. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont passées, qui ont mis leurs mains sur la vitrine, peut-être, etc. Donc, il faut faire le tri de tout ce qu'on peut retrouver. Et à la fin, on est en capacité parfois, notamment avec la fameuse disqueuse ou d'autres éléments, de retrouver des pièces parfaitement inattendues. Donc ça, c'est un immense travail de fourmi, mais c'est celui qui marche le mieux. Quelle est la possibilité de revente des pièces? Hier, sur notre antenne, il y a le commissaire-priseur François Curiel, moment assez suspendu où il disait... Ne vous faites pas d'illusions, tout est négociable. Et il avait ce geste comme des pierres, ça tient dans la main. Hein. Alors, si on les démonte, c'est ça. Si on les retaille un peu... En fait, vous avez 3 catégories d'options. La première, c'est le commanditaire qui veut cette pièce-là. Il veut la couronne, il veut la tiare, il veut les boucles d'oreilles. Pour des tas de raisons qu'on a une obsession impériale. Cher. On a vu ça avec des dirigeants de Cosa Nostra qui ont volé plusieurs œuvres d'art ou des rétables pour la famille et qu'on a retrouvés dans leur garage ou leur sous-sol. Donc, ne pas sous-estimer. Une partie importante des pièces chinoises qui sont dérobées le sont par patriotisme et retournent en Chine. Je ne dis pas que c'est le gouvernement chinois, hein, mais il y a des gens qui considèrent que c'est la récupération de ce qui leur a été volé. Bon. Donc, là, premièrement, Napoléon III, a priori, il y a peu de raisons. Mais vous avez eu des pièces chinoises qui ont été volées au cours du dernier mois dans 2 endroits particuliers qui montrent que ceci n'est pas anodin. C'est ça. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxième possibilité, c'est on vole pour casser. Donc là, on prend les diamants, il y en a des milliers quand même. Alors ça représente quelques millions d'euros. La pièce en tant que telle représente quelques centaines de millions d'euros. Mais comme elle est invendable, on casse, on prend les diamants, on prend les rubis, on prend les émeraudes, on prend tout ce qui traîne. On fond l'or quand il y a de l'or et on est dans cette situation. C'est épouvantable, d'un point de vue du patrimoine, c'est terrifiant. Ça, c'est certain. C'est probablement ce qui est arrivé aux 6,5 kilos de la pépite d'or volée il y a quelques jours au Muséum d'Histoire Naturelle. Ou à l'épée de Charles X dont vous parliez. Qu'on n'a jamais retrouvé en 76, pas plus qu'une peinture de 98, et heureusement la Joconde, grâce à l'honnêteté du revendeur italien, qui a dit quand même on va la rendre aux Français plutôt que la garder pour nous, qui aurait fait un incident diplomatique majeur. Voilà, donc on a tous ces éléments-là, et donc le plus probable, c'est qu'on arrête les voleurs et qu'on ne retrouve pas les pièces. C'est ça. Mais alors, à ce moment-là, il y a quand même une chaîne, disons, de crimes qui implique beaucoup de monde. Il faut d'abord un instigateur ou un commanditaire. Imaginons qu'il ne soit pas présent, ce qui en général n'est jamais le cas. Les 4 opérateurs, le receleur et le diamantaire ou l'expert ou l'orfèvre qui va procéder à la découpe, la fonte et parfois le retaillage de certains diamants qui sont trop connus. Je rappelle qu'on a échappé au vol du Régent quand même, ce qui aurait été là le comble de la fin de l'irresponsabilité collective qui a amené cette situation. On a senti d'ailleurs hier matin un moment de frisson dans les autorités en se disant si le Régent est emmené, ça prend une dimension encore plus historique, disons. Oui, en général, à ce moment-là, tout le monde démissionne parce qu'on ne peut pas assumer la responsabilité d'une telle perte patrimoniale. Déjà là, c'est pas mal. Heureusement, la couronne dans la précipitation, et puis c'est pas facile à traiter. C'est pas comme les autres pièces sont petites. Oui, ça se met pas sous le casque. Ça, il y a une tiare, le reste était plutôt de petite taille. Quelle est l'hypothèse là? On se rappelle que lors du casse contre l'attaque de Madame Kardashian, ils avaient aussi laissé des pièces comme ça sur la route, dans la fuite et dans l'affolement. Là, ça paraît quand même bizarre. Ils sont partis en scooter et ils ont laissé tomber la tiare de l'impératrice. Non, mais probablement, il y a eu une précipitation dans le départ parce qu'ils ont vu arriver des agents qui sont arrivés sur le quai. Donc c'est le moment où ils se sont dit, alors vraiment qu'on parte. Le moment où ils n'ont pas pu brûler le camion et le moment où probablement cette couronne, qui n'est pas le truc le plus facile à ranger dans un sac, puisqu'en général on fait ça. C'est pas fait pour. Voilà, c'est pas fait pour, et donc elle est probablement tombée. Par ailleurs, c'était sans doute une partie de la commande, mais c'était pas la partie la plus facile à gérer de toute façon. Pourquoi ce choix? Parce qu'il faut insister, ils sont allés vers certaines vitrines et pas. Il y en a que 3.
Oui, il y a la fameuse vitrine du Régent, précisément. Mais c'est la dernière, c'est la plus éloignée. Il y a une sorte de logique. Hein. Il y a un processus qu'on appelle la marche en avant. On commence par le plus rapide parce qu'on peut partir le plus vite, puis on prend la deuxième et ils n'ont pas eu le temps de faire la troisième. Parce que malgré tout, durant ce temps-là, les agents du Louvre, les policiers, etc., tout le monde a réagi. Le problème, c'est que dans le smash and grab, ce qui est la technique des bijouteries, on entre brutalement, on casse, on fait peur, on repart, tout ça en moins de 5 minutes, parfois 3 minutes. Et donc, on est dans un processus où il faut utiliser la vitesse et la puissance, la force, plutôt que de rester. La nuit, c'est l'inverse. On prend le contrôle du musée, on prend son temps, on choisit et on s'en va. Musée Gardner, la plus grande attaque de musée de l'histoire, on n'en aura jamais retrouvé aucun. On en arrive quand même à cette conclusion incroyable que ce lieu, la Galerie d'Apollon, c'est un des plus beaux lieux de Paris, un lieu les plus chargés d'histoire, c'est le Palais des Rois, etc., etc., est visiblement moins sûr pour les bijoux qui s'y trouvaient qu'une vague bijouterie Place Vendôme. Parce que le Louvre a décidé qu'il n'y croyait pas. Il faut lire le commentaire des syndicats du Louvre qui parlent de la responsabilité immense de la direction et des choix qui ont été faits d'avoir 15 ans de retard sur le système de sécurité incendie. Sécurité incendie, c'est la protection des personnes. Et au moins 10 ans de retard sur la mise en sûreté. Or, il s'agit de l'endroit qui a été rénové en 2020, je crois, en 2000, et qui est déjà être censé le mieux. Incroyable. Oui, parce que pas de périphérie, tout va bien. Non, mais personne va avoir l'audace, le culot de mettre un camion. La dernière fois, pour l'épée de Charles X, c'était un échafaudage. Mais l'échafaudage n'était surveillé par personne. 1976. Donc c'était déjà un scénario d'attaque avec certaines similitudes. 50 ans plus tard, personne n'a rien appris. C'est ça qui est terrifiant. Et c'est pas le problème de la nouvelle présidente du Louvre qui vient d'arriver. Hein. C'est un choix de 10 à 15 ans. Il faut toujours éviter quand on est commentateur le yaka faucon, mais là, objectivement, ce que vous dites paraît anormal. Ouais. C'est-à-dire que n'importe qui fait un audit, la préfecture de police a fait un audit, la Cour des comptes vient de publier un rapport qui ne date pas de la semaine dernière, parce qu'il a mis des mois à être édité, publié, condensé, qui est d'une violence et d'une mise en cause de l'incompétence, l'insouciance des directions du Louvre et des choix qui ont été faits alors qu'il y a de l'argent, de ne pas l'utiliser pour accélérer la mise en sécurité et en sûreté, parce que quand je parle de la protection incendie, ça n'est pas secondaire. Si le Louvre brûle, c'est pas la même chose que le vol de 8 pièces d'orfèvrerie, même si c'est immense. Il y a un sujet général d'inconscience des gens qui ont géré le Louvre au cours des 15 dernières années. Est-ce que vous voyez Et l'État, dans cette affaire, n'est pas exempt de sa responsabilité. Hein. C'est pas un sujet limité à la présidente, le directeur, etc. Il y a un sujet. Les syndicats ont fait une grève en juin pour dire qu'il nous manque 200 personnes, beaucoup en matière de sécurité. On a des problèmes d'inondation, on a des problèmes d'équipements qui ne fonctionnent plus. Le Louvre n'est plus tenable par rapport à sa fréquentation. Et on attend. Est-ce que vous avez des points de comparaison par rapport aux autres grands musées en Europe? Quoi, le Prado, le grand musée, le British Museum? Non, mais le cri de Munch a été volé 2 fois. Alors 2 fois, pas le même, mais quand même. Le musée Van Gogh 2 fois de suite dans les années 2000. En fait, on n'y croit pas. Et on se dit, on ne va pas investir parce que le problème des conservateurs de musées, c'est qu'ils conservent beaucoup moins qu'ils ne montrent. Mais ça va mal finir. Franchement, quand on voit par exemple les jets de peinture sur des tableaux, de soupe. De soupe, bon, soupe, mais enfin quand même. Alors, et pas toujours avec des. Non, mais pas toujours. Et on voit la réponse des Anglais, par exemple. Ce sont des condamnations d'une lourdeur, y compris pour des militants soi-disant écologistes, qui sont poursuivis et qui prennent dans le choc de. C'est pas n'importe quoi et c'est pas un petit tableau dans un coin. C'est le patrimoine immatériel de générations passées, présentes et à venir. Donc ce sujet-là est très important, mais on a, là j'ai regardé, j'ai fait une liste d'une 50aine de cases de musées. Il y en a un qui est dans le livre Guinness des records, parce qu'il a été cambriolé 4 fois pour voler le même tableau. Encore une fois, dans quelques minutes, on entendra ministre de l'Intérieur. On est à Place Beauvau. Et Laurent Nunez donne beaucoup de réponses extrêmement précises, en général aussi sur les questions de sécurité en France. Vous signez chez Fayard, déclinocène. Oui. Est-ce que, pas faire du café du commerce, mais est-ce que ce qu'on vit là est révélateur, disons, d'un climat plus général? En quoi? Tout s'effondre doucement. Il y a un délitement général.
éducatif, sanitaire, social, économique, sécuritaire, militaire, eh bien, nous montrons jusqu'où il peut aller en constatant que le plus grand musée du monde, le plus beau musée du monde, le cœur du musée, le Louvre du Louvre, eh ben, n'importe qui peut, en 7 minutes, amener un camion, se garer, essayer de vous garer devant le Louvre et essayer de voir si, en moins de 7 minutes, vous n'aurez pas une contravention. En fait, le système, aujourd'hui, est plus facile à la contravention du stationnement qu'aux voleurs de bijoux. Et ça, c'est un événement incroyable. Donc, il y a une série d'éléments qui se coalisent. Le moment qui est bien choisi, l'absence de protection extérieure, l'absence de protection périmétrique et surtout l'absence de résistance de ces fameuses vitrines qui sont censées être le top du top d'il y a 10 ans. Ça paraît un peu populiste de dire ça, mais ça veut dire, si on vous entend, que l'infraction, disons, quotidienne normale est très traquée, oui, mais le crime, moins, d'une certaine façon. C'est plus facile de poursuivre et de condamner des gens honnêtes qui acceptent de payer leurs contraventions, etc., que de lutter contre le crime. Et c'est pas faute pour Laurent Nunez lui-même d'avoir, dans toutes ses fonctions précédentes, appelé, souligné, alarmé sur l'état de dégradation, sur la perte de... Mais à un moment, le ministre de l'Intérieur tout seul, ou le préfet de police tout seul, ne peut pas faire à la place de tout le monde. Est-ce qu'il y a une chose plus profonde des mentalités? Et là, on élargit encore au thème de sécurité. Encore une fois, on y viendra avec Laurent Nunez. Vous faites l'apologue des pompiers, toujours, que je trouve extrêmement marquant. C'est-à-dire, vous êtes les premiers à la télévision, à la radio, à dire... Il se passe quelque chose dans la société, on attaque même les pompiers. Chez Natacha Polony, qui était chez vous il y a quelques minutes. Ce qui est fondamentalement anormal. Tous les petites filles, les petits garçons du monde apprennent à aimer les pompiers. Les pompiers, ils sont sympas. Et c'était effectivement la première fois que non seulement on les attaque quand ils interviennent, mais qu'on les fait venir pour les attaquer. C'est-à-dire le principe du guet-apens. Avec aucun des autres arguments qui est soi-disant avancé pour les policiers. Ils ne tutoient personne, ils ne contrôlent pas les identités, ils ne font pas de contrôle aux faciès, ils sauvent tout le monde. Et pourtant, l'idée même que quelqu'un en uniforme ou en tenue puisse intervenir dans des zones dites hors du système ou tenues par un système parallèle, moi je pense qu'il n'y a pas d'anarchie dans le système, il y a 2 ordres. L'ordre criminel qui se développe et s'enracine avec les stupes et l'ordre républicain qui est obligé de reculer ou qui est obligé de prendre des moyens extraordinaires pour les médecins, les infirmières, les pharmaciens, les pompiers. Ça paraît incroyable. Encore une fois, la police, il y a toujours eu dans la société, c'était pas forcément mieux avant, il y a toujours eu des mouvements. Toujours. Mais des infirmières, il y a personne qui se sacrifie davantage que les infirmières. C'est un métier admirable. Un phénomène récent de moins d'une trentaine d'années où pour la première fois, tous les opérateurs de services publics qui n'ont pas de prérogatives de puissance publique en termes de contrôle, de faciès, de tutoiement, de tout ce qu'on reproche à tort ou à raison et un peu des deux aux policiers, s'applique désormais à n'importe quel autre opérateur. Et vous voyez le nombre d'agressions sur les personnels de santé, y compris aux urgences. Eh bien, vous comprenez que le système c'est en train de se transformer en termes de violence pure. Et vous avez vu sans doute que pour le premier semestre 2025, nous avons le pire résultat de violence physique, homicide et tentative de l'histoire de la statistique.